Ferme les yeux une seconde. Imagine que tu disparais. Pas ton corps, toi, ta conscience, ton regard sur le monde. Est-ce que l'univers continue d'exister sans toi? La science officielle répond oui, sans hésiter. Tu es un accident biologique dans un cosmos qui avait parfaitement fonctionné pendant 13,8 milliards d'années avant que tu naisses, et qui continuera après ta mort sans même remarquer ton absence. Tu es de la poussière organisée, de la chimie temporaire, un spectateur dans un théâtre qui n'a pas été construit pour toi. Mais voici ce que cette réponse ne dit pas. Elle repose sur une hypothèse que personne n'a jamais pu vérifier. Une hypothèse que la physique quantique, elle, est en train de démolir expérience après expérience. Et si la vie n'était pas un accident de l'univers, mais sa condition d'existence? Et si sans observateur, il n'y avait pas d'univers, juste un brouillard de probabilités qui n'attend qu'un regard pour devenir réel? C'est exactement ce que nous allons explorer, en 8 actes, avec les preuves. Acte 1, le cosmos mort, ce que la science officielle veut vous faire croire. Pendant des siècles, le modèle dominant de la réalité a été le suivant. L'univers est une machine immense, froide, aveugle, qui obéit à des lois mathématiques fixes. Newton l'a formalisé au XVIIe siècle. Chaque corps, chaque force, chaque trajectoire, calculable à l'avance si on dispose des bonnes équations. Einstein a ensuite étendu ce cadre avec la relativité, en montrant que l'espace et le temps forment un tissu continu, une arène objective, dans laquelle les événements se déroulent indépendamment de qui les regarde. Dans cette vision, la conscience n'a aucun statut particulier. Elle arrive tard dans l'histoire, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, portée par des neurones, produite par de la matière organisée d'une certaine façon. Elle observe la réalité, elle l'enregistre, parfois elle la modifie, mais elle ne la crée pas. L'arbre qui tombe dans la forêt fait du bruit même si personne n'est là pour l'entendre. La Lune est bien en orbite la nuit pendant que tu dors. La réalité physique précède le regard qu'on pose dessus. Ce modèle a une cohérence interne. Il fonctionne. Il a permis d'envoyer des sondes spatiales à des milliards de kilomètres avec une précision au mètre près. Aucune raison, apparemment, de le remettre en question. Sauf qu'il contient une faille que ses propres architectes n'ont jamais réussi à combler. Une faille silencieuse, rarement nommée dans les cours de physique, mais qui hante les fondements même du matérialisme. La voici. Si tout est matière, si la conscience n'est qu'un produit chimique temporaire, alors qui ou quoi expérimente la réalité? La matière ne se perçoit pas elle-même. Un rocher ne ressent pas sa propre existence. Des atomes d'azote et d'oxygène ne vivent pas l'expérience du vent. Pour qu'il y ait expérience, il faut un sujet. Et le matérialisme n'a aucune explication satisfaisante sur la façon dont la matière inerte génère un sujet qui ressent, qui observe, qui donne un sens à ce qu'il voit. Les philosophes appellent ça le problème difficile de la conscience. Les physiciens, eux, ont longtemps botté en touche. Ce n'est pas leur problème, disent-ils, c'est celui des biologistes. Les biologistes renvoient vers les neuroscientifiques. Les neuroscientifiques construisent des cartes du cerveau de plus en plus détaillées sans jamais expliquer pourquoi il y a quelque chose que ça fait d'être toi. Et pendant que ce débat tournait en rond, quelque chose s'est passé dans les laboratoires de physique quantique. Une expérience a montré, de façon reproductible et mesurable, que la réalité se comporte différemment selon qu'elle est observée ou non. Pas métaphoriquement, physiquement. Acte 2, Robert Lanza et la naissance du biocentrisme. C'est là qu'entre Robert Lanza. Et avant de te présenter sa thèse, il faut que tu comprennes qui il est, parce que ça change tout. Lanza n'est pas un philosophe ésotérique. Ce n'est pas un gourou qui méditait dans une grotte et a eu une révélation. C'est l'un des biologistes les plus cités de sa génération, spécialisé en médecine régénérative, connu pour ses travaux sur les cellules souches et le clonage thérapeutique. Le magazine Time l'a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Ce sont ses pairs qui l'ont mis là, des gens qui passent leur journée dans des laboratoires, pas dans des cercles de développement personnel. Quand un homme avec ce profil publie un livre intitulé Biocentrisme et affirme que la vie et la conscience ne sont pas des produits de l'univers, mais en sont la source, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Sa thèse tient en une seule idée, radicale dans sa simplicité. Nous avons mis la physique avant la biologie, et c'est là notre erreur fondamentale. Depuis Newton, on suppose que l'univers existait d'abord, vide, froid, mécanique.
et que la vie y est apparue par accident, bien plus tard. Lanza retourne cette flèche du temps. Ce n'est pas l'univers qui a produit la conscience, c'est la conscience qui produit l'univers tel que nous le connaissons, avec ses dimensions, ses lois, ses constantes physiques. Sans un observateur biologique, dit-il, l'univers n'a ni forme, ni temps, ni espace. Il n'est qu'un nuage de probabilités superposées, indéterminé, sans couleur, ni texture, ni direction. C'est le regard vivant posé sur ce nuage qui le fait s'effondrer en réalité concrète. Imagine ce que ça signifie. Pense à un rêve lucide. Dans ce rêve, tu marches dans une rue, tu regardes à gauche, et là, une boulangerie apparaît avec l'odeur du pain chaud, la lumière dorée de la vitrine. Mais derrière toi, pendant que tu regardes la boulangerie, la rue n'est pas vraiment là. Elle n'existe qu'au moment où ton attention s'y déplace à nouveau. Le rêve ne génère pas le décor en avance, il le convoque là où le regard se pose. Le reste demeure du potentiel non manifesté. Le biocentrisme dit que la réalité physique fonctionne exactement comme ça. Non pas que le monde soit un rêve au sens littéral, mais que le mécanisme de convocation est le même. Sans observateur, pas de réalité définie. Seulement des possibilités qui attendent. Et voici ce que ça implique concrètement pour toi. Si tu es un observateur biologique, tu n'es pas passif dans ce processus. Chaque orientation de ton attention est un acte. Chaque focus conscient participe à la sélection de ce qui devient réel parmi tout ce qui pourrait l'être. Ce n'est pas une métaphore. La physique quantique l'a mesuré. Acte 3, la fente double, quand la matière attend d'être regardée. Voici l'expérience. Elle s'appelle l'expérience de la double fente, et elle a été réalisée pour la première fois au début du XXe siècle. Depuis, elle a été reproduite des milliers de fois dans des laboratoires aux 4 coins du monde. Les résultats ne changent pas. Le principe est simple. On tire des électrons un par un vers un écran percé de 2 fentes étroites. Derrière cet écran, une plaque d'enregistrement capture l'impact de chaque particule. La question est, quels motifs ces impacts vont-ils former ? Si un électron est une particule classique, comme une bille, il passe soit par la fente de gauche, soit par celle de droite. Sur la plaque, on s'attend à 2 bandes d'impact, une en face de chaque fente. Logique, mécanique, prévisible. Ce n'est pas ce qui se passe. Sans dispositif de mesure, les électrons forment un motif d'interférence, une série de bandes alternées claires et sombres, comme si chaque électron était passé par les 2 fentes en même temps, interférant avec lui-même. La particule se comporte comme une onde. Elle explore toutes les trajectoires disponibles simultanément, elle est partout et nulle part, pur potentiel en mouvement. Puis les physiciens ont installé un détecteur à l'entrée des fentes pour savoir cette fois par laquelle chaque électron passait vraiment. Et là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le motif d'interférence a disparu. Les électrons se sont mis à se comporter comme des billes ordinaires, choisissant une fente, une seule, laissant 2 bandes sur la plaque. L'acte de mesure avait changé le comportement de la matière. Pas parce que le détecteur perturbait physiquement les particules. Les physiciens ont vérifié, corrigé, raffiné l'expérience pendant des décennies pour éliminer cette explication. La perturbation physique ne suffit pas à rendre compte du phénomène. Ce qui change le comportement de l'électron, c'est l'information disponible sur lui. Dès qu'on peut savoir par quelle fente il passe, il cesse de se comporter comme une probabilité et devient un fait localisé. L'observation ne constate pas la réalité. Elle la force à choisir une forme. John Wheeler, physicien à Princeton, a poussé cette logique jusqu'à un point qui dérange profondément la physique classique. Il a conçu une variante appelée l'expérience du retard de choix. L'idée, et si on décidait d'observer ou non la particule après qu'elle ait déjà passé les fentes. Autrement dit, la décision d'observer est prise après le moment où l'électron aurait dû choisir sa trajectoire. Les résultats confirment l'impossible. La décision présente d'observer affecte rétroactivement le comportement passé de la particule. Si tu choisis de mesurer après coup, l'électron s'était comporté comme une particule. Si tu choisis de ne pas mesurer, il s'était comporté comme une onde. Le passé de la particule change selon ce que tu décides maintenant de regarder. Arrêtons-nous là. Si le passé lui-même est conditionnel à l'observation présente, alors qui ou quoi définit ce qui est réel ? Le temps ne peut plus être un contenant fixe dans lequel les événements s'accumulent. Il devient une construction relative à l'acte d'observation. C'est exactement ce que Lanza affirme.
L'observateur ne reçoit pas passivement une réalité préexistante. Il la convoque. Il l'arrache au champ des possibles et lui donne une forme définie, un moment précis, une trajectoire mesurable. Sans ce geste d'observation, la matière reste suspendue dans un état de potentialité pure. Et si deux observateurs pouvaient convoquer des réalités contradictoires et avoir tous les deux raison en même temps? Acte 4, l'ami de Wigner et le problème de la conscience partagée. En 1961, le physicien Eugen Wigner a formulé une expérience de pensée qui embarrasse encore aujourd'hui les partisans d'une réalité objective et partagée. Son idée de départ est simple, presque innocente, mais elle mène vers une conclusion que la physique classique ne peut pas absorber. Voici le scénario. Un ami de Wigner entre dans un laboratoire isolé. À l'intérieur, il réalise une mesure sur une particule quantique, disons un photon dont la polarisation n'est pas encore déterminée. Pour l'ami, dès qu'il mesure, le résultat est fixé. La réalité s'est effondrée d'une superposition vers un état défini. Il sait ce qu'il a trouvé. Pendant ce temps, Wigner attend dehors. Pour lui, tant qu'il n'a reçu aucune information sur ce qui s'est passé dans ce laboratoire fermé, le système entier, l'ami, le photon, le détecteur, reste en superposition quantique. Selon les équations, tout est encore indéterminé depuis son point de vue. Deux observateurs, deux descriptions physiquement incompatibles de la même réalité. Et pourtant, chacun a raison dans son propre référentiel. Ce paradoxe est resté théorique pendant des décennies, jusqu'en 2019, quand une équipe de chercheurs menée par Massimiliano Proietti à l'université Heriot-Watt d'Édimbourg a trouvé un moyen de le tester expérimentalement en utilisant des photons intriqués et des systèmes de mesure indépendants jouant le rôle des deux observateurs. Les résultats, publiés dans Science Advance, sont sans ambiguïté. Les deux observateurs obtiennent des faits contradictoires, et aucun de ces faits n'est plus réel que l'autre. L'expérience confirme qu'il n'existe pas de faits objectifs universels indépendants de l'observateur qui les mesure. Lis cette phrase une deuxième fois. Il n'existe pas de faits objectifs universels indépendants de l'observateur. Ce n'est pas une interprétation philosophique. C'est une conclusion tirée de données expérimentales, soumises à révision par les pairs, publiées dans une revue scientifique sérieuse. Ce que ça signifie, c'est que la réalité n'est pas une scène fixe que plusieurs consciences observent chacune depuis leur angle. Elle est une co-construction entre chaque conscience et le champ quantique. Ta réalité et celle de la personne assise en face de toi ne sont pas deux vues différentes du même film. Ce sont, à un niveau fondamental, deux films distincts, façonnés par deux actes d'observation distincts. Et voilà où cette idée devient personnellement utile, pas seulement intellectuellement fascinante. Si ta réalité est une construction que tu co-crées avec le champ, alors tu n'es pas obligé d'habiter la version du monde que les autres ont décidé de mesurer. Quand quelqu'un te dit que la vie est dure, que les chances sont contre toi, que le monde fonctionne d'une certaine façon, il te décrit sa réalité effondrée depuis son point d'observation. Il te présente son film comme si c'était le seul qui existait. Ce n'est pas le tien, sauf si tu décides de le mesurer à son endroit. La souveraineté, dans ce cadre, n'est pas une attitude positive ou un état d'esprit inspirant. C'est une position physique. Choisir quel aspect du champ des possibles ton attention va forcer à se manifester. Observer différemment, c'est littéralement construire différemment. Mais il reste une question que personne dans cette conversation ne veut vraiment poser. Si l'observateur est ce qui rend la réalité réelle, qu'est-ce qui arrive à la conscience quand le corps cesse de fonctionner? Quand l'instrument de mesure s'éteint, est-ce que l'observateur disparaît avec lui? Le biocentrisme a une réponse à ça. Et elle va changer ta relation à la mort. Acte 5. La mort n'est pas une fin, le temps. Comme illusion biologique, commence par une question simple. Où se trouve le passé en ce moment? Pas dans l'espace, pas dans la matière. Il n'y a aucun endroit physique où hier existe encore. Le passé n'est accessible qu'à travers la mémoire, une reconstruction neurologique faite de protéines et de connexions synaptiques, stockées dans un cerveau qui, lui, existe uniquement dans le présent. Ce que tu appelles le temps qui passe n'est pas une propriété de l'univers. C'est une propriété de ton système nerveux. Einstein l'a montré mathématiquement avec la relativité restreinte. Le temps n'est pas une constante.
Il se dilate selon la vitesse à laquelle tu te déplaces et selon l'intensité du champ gravitationnel autour de toi. Deux horloges identiques, placées l'une au sommet d'une montagne et l'autre au niveau de la mer, ne marquent pas le même temps. Et cette différence est mesurable, réelle, vérifiable par GPS. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse pour tous les observateurs. Il n'y a pas un temps universel que tout le monde partagerait. Chacun porte le sien. La mécanique quantique pousse cette logique encore plus loin, dans une direction qui dérange davantage. Les équations fondamentales qui gouvernent les particules sont symétriques dans le temps. Elles fonctionnent exactement de la même façon si on les lit vers l'avant ou vers l'arrière. La flèche du temps, cette sensation irréversible que les choses avancent et ne reviennent pas, n'apparaît pas dans les équations de base. Elle émerge à notre échelle macroscopique, produite par des phénomènes statistiques, pas par une loi fondamentale. Le temps linéaire que tu vis comme une évidence absolue est une illusion à grande échelle, cohérente, partagée, utile, mais une illusion quand même. Et maintenant, pose cette question. Si le temps est une construction que la conscience génère plutôt qu'un contenant dans lequel elle est enfermée, alors qu'est-ce que la mort? La réponse biocentriste est directe. Si la conscience précède l'espace-temps plutôt qu'elle ne l'habite, elle ne peut pas cesser d'exister quand l'instrument biologique qui la porte s'arrête de fonctionner. Ce serait comme prétendre que la vitesse de la lumière disparaît quand on éteint une lampe. La lampe n'est pas la lumière, elle en est le vecteur temporaire. Des données complémentaires viennent d'un angle inattendu. Les recherches sur les expériences de mort imminente, menées notamment par le cardiologue Pim van Lommel aux Pays-Bas sur une cohorte de patients réanimés après un arrêt cardiaque total, documentent des cas de conscience active et cohérente pendant des périodes où l'activité électrique cérébrale était plate. Aucun rêve n'est possible sans activité corticale. Aucune hallucination non plus. Pourtant, des patients décrivent des perceptions détaillées et vérifiables de leur environnement pendant que leur cerveau ne fonctionnait plus. Ces données ne prouvent rien de définitif, mais elles posent une question que la biologie matérialiste ne sait pas encore formuler proprement. Pense à une radio. Tu éteins le poste, la musique disparaît de ta pièce. Mais la fréquence continue d'exister dans le champ électromagnétique environnant, indépendante du récepteur qui la rendait audible. Le récepteur n'était pas la source, il était la fenêtre. Le corps fonctionne de la même façon dans le cadre biocentriste. Il est l'instrument qui traduit le champ de conscience en expérience localisée, en moi situé dans un corps, dans une pièce, en 2024. Quand l'instrument cesse, la fréquence ne s'efface pas. Elle attend un autre point de réception. Ce que ça change, concrètement, dans une vie, quand la mort cesse d'être un mur absolu, l'attention se libère. Elle se déplace de la gestion de la survie vers la qualité de la présence. Et cette qualité d'attention, nous allons voir maintenant, a un substrat physique bien réel, un tissu dans lequel chaque conscience est enchâssée et connectée aux autres. Acte 6, le champ quantique. Comme substrat de la conscience. L'espace entre les choses n'est pas vide. C'est l'une des conclusions les plus contre-intuitives de la physique moderne et l'une des moins vulgarisées. Quand tu regardes la pièce autour de toi, tu vois des objets séparés par du vide, de l'air, du rien, de l'absence. Mais à l'échelle subatomique, ce que nous appelons le vide est en réalité un champ quantique en ébullition permanente, traversé de fluctuations d'énergie, de particules qui apparaissent et disparaissent en des fractions de temps impossibles à mesurer directement. Ce champ n'est pas un fond passif sur lequel la matière se dépose. Il est la structure active à partir de laquelle la matière émerge. Les physiciens l'appellent l'énergie du point zéro. L'énergie minimale irréductible présente même dans le vide absolu, même à température nulle. Ce tissu n'a pas de bord. Il est partout, continu, non divisible. Et il relie chaque particule à chaque autre particule d'une façon qui ne ressemble à rien dans notre expérience quotidienne. On l'a découvert avec l'intrication quantique. Quand deux particules interagissent dans certaines conditions, elles partagent un état quantique commun. Séparées ensuite à n'importe quelle distance, quelques centimètres, deux continents, deux galaxies, et mesurent l'une d'elles. L'autre, instantanément, adopte un état corrélé. Pas après un délai. Pas via un signal qui voyage dans l'espace. Instantanément, sans transmission locale d'informations. Einstein appelait ça une action fantomatique à distance et refusait d'y croire. Les expériences d'Alain Aspect dans les années 1980,
puis les tests de Bell réalisés depuis ont confirmé que cette corrélation existe bel et bien, qu'elle est réelle et qu'elle ne s'explique par aucun mécanisme classique. Ce que ça révèle, c'est que la séparation est une illusion de l'échelle à laquelle nous fonctionnons. À l'échelle fondamentale, les particules ne sont pas des îles isolées dans un océan de vide. Elles sont des nœuds dans un réseau dont aucun fil n'est vraiment coupé. Pose maintenant la question biocentriste. Et si la conscience fonctionnait de la même façon? Non pas comme métaphore poétique, mais comme hypothèse cohérente avec ce que la physique décrit déjà. Si chaque observateur biologique est ancré dans ce champ qui ne connaît pas la séparation, alors l'idée que les consciences sont des entités radicalement isolées les unes des autres devient aussi fragile que l'idée que les particules intriquées n'ont aucun lien. Ce qui expliquerait les synchronicités, ces coïncidences que la probabilité seule ne suffit pas à justifier, ce moment où tu penses pas à quelqu'un et ton téléphone sonne. Cette intuition qui précède une information que tu n'avais aucune façon de connaître. Ce ne sont pas des anomalies à écarter. Ce sont des données que nous n'avons pas encore le cadre pour lire correctement. Maîtriser son attention dans ce contexte prend un sens différent. Ce n'est pas une discipline mentale au sens ordinaire. C'est une pratique de calibration de fréquence dans un champ qui répond à ce qu'on y émet. L'attention que tu diriges quelque part détermine ce que ce champ va te renvoyer. Quelles corrélations vont devenir visibles? Quelles coïncidences vont se densifier autour de ce point focal? Commence à noter tes synchronicités pendant 21 jours. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour rendre visible un processus qui est déjà en cours, que tu le regardes ou non. Ce que tu observes, tu le rends mesurable. Ce que tu rends mesurable, tu commences à le piloter. Acte 7, de la théorie. À la décision. Vivre comme un observateur souverain. Comprendre tout ce que nous venons de traverser et continuer à vivre exactement comme avant, c'est le piège le plus courant. Et c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Il y a une satisfaction intellectuelle dans ces idées. L'expérience de la double fente, l'ami de Wigner, l'intrication quantique, la non-linéarité du temps, tout ça nourrit quelque chose dans le cerveau. Une forme de plaisir cognitif qui ressemble à une transformation, mais qui n'en est pas une. Tu peux passer des heures à explorer le biocentrisme, à en parler avec des amis, à te sentir éveillé à quelque chose que la plupart ignorent et te retrouver le lendemain matin à réagir à tes emails exactement comme avant, à subir ta journée exactement comme avant. La compréhension passive ne modifie rien à la façon dont tu mesures la réalité. Et si mesurer, c'est créer. Alors rien ne change jusqu'à ce que la pratique change. La distinction utile ici n'est pas entre ceux qui ont lu Lanza et les autres. C'est entre trois façons d'habiter le rôle d'observateur. Le premier niveau, c'est l'observateur réactif. Il reçoit la réalité comme un fait accompli. Quelque chose arrive, il répond. Son attention est entièrement pilotée par ce qui se passe autour de lui. Les événements, les opinions des autres, les urgences du moment. Il croit sincèrement que la réalité est extérieure et fixe, et que son seul rôle est de s'y adapter. Dans ce mode, tu vis comme un effet. Le deuxième niveau, c'est l'observateur conscient. Il commence à remarquer ses propres patterns d'attention. Il réalise qu'il y a des domaines de sa vie qu'il ne regarde jamais directement, des possibilités qu'il n'a jamais mesurées parce qu'il a décidé d'avance qu'elles n'existaient pas dans son champ. Cette prise de conscience est nécessaire, mais elle reste passive tant qu'elle ne débouche sur aucun acte délibéré. Le troisième niveau, c'est l'observateur souverain. Il choisit activement ce qu'il convoque. Il comprend que son attention n'est pas juste un outil de perception. C'est un instrument de mesure au sens quantique du terme, qui force le champ des probabilités à s'effondrer vers ce qu'il pointe. Il ne subit plus la réalité, il la sélectionne. Le passage d'un niveau à l'autre ne se fait pas par une décision intellectuelle de plus. Il se fait par une pratique physique, répétée, ancrée dans le quotidien. 3 gestes concrets. Le matin, 5 minutes d'observation pure avant de toucher quoi que ce soit. Pas de jugement, pas d'analyse, juste remarquer ce qui est présent. Une sensation, une lumière, un son. Tu entraînes ton attention à être active plutôt que réactive. Ensuite, le journal de synchronicité pendant 21 jours, comme évoqué. Et enfin, une pratique d'intention focalisée. Chaque jour, choisir une réalité spécifique à convoquer. La tenir dans l'attention sans attente anxieuse et observer comment le champ autour de toi commence à se réorganiser dans cette direction. L'attention et la mesure.
La mesure convoque la particule. Tu peux continuer à vivre comme un effet de la réalité ou commencer à vivre comme sa cause. Acte 8. Et si l'univers avait besoin de vous pour se connaître lui-même? Il y a une dernière question que le biocentrisme pose, et celle-là, peu de gens osent vraiment la tenir jusqu'au bout. Pas « est-ce que la conscience survit au corps ?» Pas « est-ce que l'observateur crée la réalité ?» Ces questions, nous les avons traversées. La question qui reste est plus radicale. Et si la conscience n'était pas dans l'univers du tout? Si c'était l'inverse? Si l'univers entier était dans la conscience? Lanza ne recule pas devant cette formulation. Pour lui, l'espace, le temps, la matière, les constantes physiques, les lois de la nature, tout ça émerge de la conscience comme contenu d'une expérience, pas comme décor préexistant dans lequel une expérience se déroulerait. L'univers n'est pas un contenant, il est un contenu. Ce renversement n'est pas apparu avec la physique quantique. George Berkeley l'a formulé au XVIIIe siècle. Es est percipi. Être, c'est être perçu. La tradition Vedanta en Inde l'enseigne depuis plusieurs millénaires sous la formule Tat Dvam Asi. Cela c'est toi. Non pas toi, le corps. Toi, la conscience qui observe. Le Brahman, le substrat universel, ne se distingue pas de l'Atman, la conscience individuelle. Ce que la physique quantique redécouvre laborieusement dans ses laboratoires, des traditions entières l'ont cartographié comme expérience directe, accessible à travers des pratiques contemplatives précises. Deux chemins distincts, une même topographie. Mais voici où cette idée cesse d'être une position philosophique et devient quelque chose qui change la façon dont tu traverses une journée ordinaire. Si l'univers se connaît à travers toi, si ta conscience est le mécanisme par lequel quelque chose d'infini prend conscience de lui-même dans un point localisé, dans un corps, à ce moment précis, alors chaque instant de lucidité que tu vis n'est pas juste une expérience personnelle. C'est l'univers qui s'éveille à sa propre nature au travers d'un instrument particulier, toi. Ce moment où tu remarques la lumière sur un mur. Ce moment où une idée traverse ton esprit et que tu sais, sans explication, qu'elle est juste. Ce moment de présence complète, sans passé ni futur, juste ce qui est, ce n'est pas une parenthèse dans ta vie. C'est l'univers en train de se regarder, de se reconnaître, d'exister pleinement pour la première et unique fois depuis cet angle précis. Ne plus vivre par défaut devient alors un acte qui dépasse largement la simple ambition personnelle. Choisir consciemment ce que tu convoques, diriger ton attention avec intention plutôt que de la laisser se disperser au gré des stimulations extérieures, ce n'est plus seulement une pratique de bien-être. C'est une responsabilité cosmique au sens littéral du terme. Et pour fermer la boucle ouverte au début de cette exploration, l'univers ne disparaît pas quand tu fermes les yeux. Mais c'est bien toi qui lui donnes sa forme, sa couleur, sa texture, sa signification. Sans ton regard, il reste un champ de probabilités silencieuses. Avec lui, il devient ce que tu choisis de mesurer. Conclusion. L'invitation à devenir la cause. Tu n'es pas dans l'univers. L'univers se déploie à travers toi, à chaque acte d'observation, à chaque intention que tu laisses prendre forme dans ton attention. Ce n'est pas une idée à croire. C'est une position à habiter. Commence ce soir. Pas demain ce soir. Ouvre un carnet et note la première synchronicité que tu as vécue aujourd'hui, celle que tu aurais normalement écartée comme coïncidence. Écris-la, puis laisse un commentaire ici avec ce que tu as trouvé. Je lis tout, et si tu veux aller plus loin, la prochaine vidéo pousse cette question dans une direction que peu anticipent. Comment le champ morphogénétique de Rupert Sheldrake suggère que la conscience ne relie pas seulement les humains entre eux, mais toutes les formes de vie. Ce qui attend là-bas va te changer la façon de regarder un arbre. Reste aligné. À la prochaine transmission.